Dans un monde où le QI moyen chute plus vite que la dignité d'un stagiaire, où un salaire à 80K est considéré comme le Graal de la réussite sociale, un homme s'est donné pour mission de retrouver une espèce légendaire. Une espèce qui savait combiner Rasputin et Put Down a Need. Une espèce qu'on appelait jadis PNL Maker. Pour accomplir cette quête, il a lancé un appel et a réuni 12 écoles issues des 4 coins du floor. Chacun des candidats s'affronteront, mais il n'en restera qu'un. Mais alors, qui est le maître des jeux? Un PNL Maker? Forcément. Mais pas n'importe lequel, car cette personne... C'est moi, Pierre Chartier, X2007, Head of Trading Volley Hybride. Et bienvenue dans The Finance Games. Bienvenue dans The Finance Game, une compétition sans précédent vous attend et à la clé, un cadeau d'une valeur de plus de 10 000 € à gagner, mais aussi un poste en finance. Et au programme, 2 écoles vont s'affronter et seulement une place à gagner. Et restez connectés jusqu'à la fin, car un bonus est à gagner aussi. Alors maintenant, découvrons notre jury impitoyable. Je m'appelle Yann Leher, je suis diplômé de l'école polytechnique. Je connais pas toutes les écoles qui sont présentes, on parle notamment de Centrale Supélec. Moi personnellement, j'ai jamais entendu parler. Et on en dit du bien, mais bon, je demande à voir. Je m'appelle Ziad Ayagoubi, je suis diplômé de l'EDEC. Ce que j'attends d'un étudiant, c'est qu'il soit curieux, discipliné, rigoureux, afin de nous convaincre qu'il est le meilleur candidat de cette compétition. Je m'appelle Thomas Voulmier, j'ai été diplômé de l'ESSEC. Qu'est-ce que je peux apporter maintenant à The Finance Game? Je croyais qu'on cherchait des PNL Makers. Je suis là. Et maintenant que nous connaissons le niveau du jury, découvrons les écoles qui s'affronteront. Et il est où mon double espresso? Dauphine. Sans doute l'école la plus convoitée du pays. Et quel va être son adversaire? J'aime. Grenoble École Management, une école internationale. Qui m'a fait la blague? C'est vraiment le nom d'une école? Ok, donc j'aime. Et le verre d'eau qui va avec? 2 écoles totalement différentes, mais une seule et même épreuve. Alors qui va remporter ce duel? C'est ce qu'on va découvrir sans plus attendre en accueillant notre premier candidat. Je m'appelle Marianne Costeux et je rentre maintenant en première année de master au sein du magistère Banque Finance Assurance de l'Université Paris-Dauphine. Au tout début, quand on m'a annoncé que j'ai fait les Finance Games, j'ai une connaissance quasi zéro pour les entretiens en finance de marché, mais j'ai pu me préparer grâce à la formation Derivatives. Je vois ça comme un vrai challenge d'avoir pu me préparer à des entretiens en finance aussi rapidement avec une deadline aussi courte. Salut Marianne. Salut. Comment tu te sens? Je suis un peu stressée, mais je suis très enthousiaste à l'idée de faire un entretien et de m'entraîner en entretien en finance de marché. Ok, bon bah écoute, je te souhaite bon courage. Merci. Je te laisse prendre place directement dans la salle. À tout à l'heure. Commencer par une question facile. C'est combien racine de pi? Très bonne question. Racine de pi. 1,42. 1,42, c'est racine de 2. Pi, c'est quand même plus grand. Moi, je dirais 1,74. Ouais, moi aussi, ouais. Ça vaut combien racine de pi? Là, si tu réponds 38... Tu réponds à 42. Je t'en pose des questions, tu vas voir. Dire... Racine de pi, c'est 772. 1,77, ouais. 1,77. Ah oui, donc je suis plus proche. Ouais, mais bon. Ouais. Bonjour. Alors, avant de t'asseoir, je vais t'inviter à venir piocher un mot. À chaque début d'entretien, le candidat doit piocher un mot mystère. Le but, glisser le mot discrètement lors de sa présentation. Si le candidat échoue, il se voit alors retirer 1 point. Difficile? Pas tant que ça quand t'es PNL Maker. Le déroulé de l'entretien? Très simple. Une partie fit dans laquelle le jury questionne le candidat sur lui et son CV. Une partie macroéconomie qui vise à challenger le candidat sur ses connaissances, histoire de savoir s'il a déjà ouvert un journal. Et une partie technique pour déterminer si le candidat a l'étoffe d'un véritable PNL Maker. Et après ça, eh bien le jury note chaque partie sur 5 et en fait une moyenne. Le mot moyenne, ça va pour vous? C'est ce qui nous permettra de déterminer la note finale. Je te laisse piocher ce mot. Donc voilà, sans plus tarder, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Donc, je m'appelle Marianne Costeux. J'ai réalisé mes 3 années de licence à l'Université Paris-Dauphine et je rentre maintenant en première année de master au sein du magistère BFA de l'Université Paris-Dauphine.
On a compris que t'étais à Dauphine, ouais. Malheureusement. Je viens tout juste de finir mon stage à la Banque de France en tant qu'analyste crédit, où j'ai pu analyser énormément, plus de 500 entreprises au fonctionnement très hybride, très différent, ce qui m'a permis de renforcer mes connaissances en analyse financière. Au-delà de ça, je suis donc très intéressée par la finance de marché, même si, n'ayant pas encore réalisé ma césure, j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir travailler dans une salle de marché ou de pouvoir découvrir différents types de desks. Alors merci pour ta présentation. Est-ce que tu peux nous citer 3 de tes qualités et 3 de tes défauts? Je dirais qu'en qualité, je suis quelqu'un d'assez rigoureuse, plutôt organisée dans ce que je fais dans mon travail, mais aussi dans la vie. Et je suis quelqu'un d'assez dynamique dans ce que j'entreprends. Là, au sein de mon stage à la Banque de France, chaque analyse de société reposait sur des piliers bien clairement définis qu'il fallait vraiment analyser. Je vais rebondir sur ce que tu dis sur la Banque de France. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent ce que fait encore la Banque de France maintenant qu'il y a la Banque Centrale Européenne. C'est quoi les missions principales de la Banque de France? Alors nous, les missions sur lesquelles on se centrait, c'était attribuer une cotation, donc une cote d'activité et une cote de crédit à toutes les entreprises que cote la Banque de France. Mais c'est parce qu'on a des experts. Donc... Des experts à la Banque de France. Et puis quoi encore? Des PNL makers au middle? Guys, please. Des personnes humaines qui passent derrière cette cotation, que cette cotation elle peut être reconnue par la BCE, qu'elle permet aux entreprises d'avoir des meilleurs taux auprès des banques, etc. Donc c'est pas les banques qui prêtent à la fin, c'est pas elles qui évaluent, il y a aussi la Banque de France qui oui, met des complètement. points. Ok. Question suivante, donc tu as des cours de Bloomberg. Oui. Et vous aviez un clavier Bloomberg? Oui, okay. On a accès à... Je sais pas si tu as remarqué, on a un clavier Bloomberg là dans le décor. Regarde pas trop. Est-ce que tu peux me dire la touche equity, c'est quoi, c'est laquelle du clavier? Non, sans regarder. Ah non, je saurais pas dire. Ok, alors ce que je te propose, c'est qu'on passe maintenant à la partie macro. Est-ce que tu pourrais me donner l'événement qui a marqué l'année 2025 selon toi? Je pense que ce serait sûrement une réponse assez classique. L'élection de Trump avec toute la volatilité que ça a entraîné sur le marché, avec tous les tarifs douaniers que Trump a souhaité mettre en place, etc. Il faut en retenir un seul, moi qui fais le budget en avril. Je vais également te poser une question sur les politiques monétaires en règle générale et commencer par te demander de m'expliquer la différence entre le mandat de la Fed et le mandat de la BCE très rapidement. Le mandat de la Fed, il se différencie par celui de la BCE parce qu'ils veulent maximiser l'emploi aux États-Unis et à côté maintenir une stabilité des prix et baisser les taux à long terme à un niveau stable, tandis que la BCE, son seul objectif, c'est de maintenir une stabilité des prix autour de 2%. Ok, solide. T'as ta place chez BFM Business. D'accord. Le taux US 10 ans, il se situe autour de combien aujourd'hui? Je saurais pas trop dire. Une idée, un ordre de grandeur peut-être? J'aurais dit entre 2 et 3%. D'accord. Et celui de l'OAT, par exemple, l'OAT 10 ans? Je sais pas. Entre 1 et 2, l'OAT. Entre 1 et 2 ouais. Ok. L'OAT, quand même, Banque de France, oui. Normalement, tu dois savoir, à peu près. C'est plutôt entre 3 et 4. Ouais, Corinne, tu peux me faire un background check? Ouais, de la petite Marianne. Ouais, pour savoir si elle était à la Banque de France. Ouais, j'ai des doutes, ouais. Oui, alors sur la partie macro, alors on vous a parlé d'inflation, donc la BCE, objectif 2%. Est-ce que tu sais d'où ça vient, ces 2%? Une économie, elle a besoin de connaître un peu d'inflation parce que ça veut dire que son niveau d'activité, il augmente et que c'est une économie qui est en hausse. Toutefois, une inflation trop élevée, ça va entraîner une érosion du pouvoir d'achat et ça va mettre en difficulté le pouvoir d'achat des ménages et des entreprises. Donc il faut une inflation modérée, mais toujours une inflation positive. Pourquoi c'est pas bien 0? Parce que 0, ça serait une hausse de l'inflation. C'est bon signe quand même parce que ça montre que l'activité, elle augmente et que l'économie, elle est en hausse. Par exemple, au Japon, ils n'ont eu aucune inflation pendant extrêmement longtemps. Et là, le fait que l'inflation commence enfin à remonter, c'est une bonne chose pour eux et le Japon s'en réjouit. C'est bien que tu parles du Japon, je vais t'en parler. Comment s'appelle le directeur de la Banque centrale du Japon? Je ne saurais pas dire. De la BCE? Ursula von der Leyen. T'es sûr pour la BCE? C'est la Banque centrale. Ah. C'est une femme aussi. Oh là là. Ursula. Christine Lagarde. Bien joué. Donc là, tu veux faire de la finance de marché, si j'ai bien compris? Plutôt en banque, a priori? Je pense, oui. Ok. Et est-ce que tu pourrais me citer 5 banques d'investissement dans lesquelles tu serais contente de travailler?
J'aimerais bien travailler à Cassib, Connais pas. à SG Banque d'investissement. Connais pas non plus. Il y a la BNP aussi. Eh ben dis donc. Il y a de nouveaux players sur le marché. Principalement ces trois-là que je viserais surtout. Des pour banques ma françaises, saison. donc, Ouais. principalement. Ok. Surtout au Mais début. pas Natixis, du coup. Non. Ah, c'est étonnant. Non, c'est marrant. Du coup, petite question sur l'inflation. C'est pas bien l'inflation du coup ou c'est bien? L'œuf avant la poule ou la poule avant l'œuf? Vous avez 4 heures, please. Thomas. Si l'inflation c'est une bonne chose du moment qu'elle est modérée. T'as dit que l'inflation, le problème, c'est que ça affectait la consommation. Donc l'inflation, ça impacte plus qui, les riches ou les pauvres? Plutôt les pauvres, mais après ça va aussi impacter les riches par le biais de l'investissement. J'ai une dernière question du coup. Moi, j'aime bien faire de l'argent. Ah bon? Est-ce que t'as un peu une idée de trading pour moi là? Aujourd'hui, même si beaucoup a déjà été joué, je pense qu'il y a encore quelque chose à jouer sur la volatilité des marchés, surtout sur les pharmaceutiques. Donc des stratégies optionnelles qui jouent sur la volatilité, des straddles ou des strangles en volatilité. Ok, je vois qu'elle a du vocabulaire. Solide. Moi, je vais avoir une petite question aussi sur la technique. En parlant de straddle, imaginons que tu apprennes un événement sur une société pharmaceutique, d'accord? Et que tu veux donc te positionner sur un straddle. On va prendre un niveau de vol. 50, 60. 50, 60, ok. Ouais. Quel serait le prix d'un straddle d'une maturité de 1 jour sur cette société? Niveau 6e, guys. Il faut connaître une formule et savoir faire des multiplications. Rien de bien compliqué. Du coup, ça serait 2 fois, donc ça serait le prix du put plus le prix du call. Et du coup, vu qu'on a une volatilité qui vaut 0,6, le prix de ton call, c'est 0,4 fois sigma fois du coup racine de t moins t, donc un jour. Donc 0,4 fois 0,6, 0,24. Et du coup, 2 fois ça ferait du coup que ton straddle il vaudrait 0,48. 0,48 quoi? 48%. 48%? Ouais. Donc le straddle, tu serais prête à acheter 48%? Non, il vaudrait... Là, Alors, la formule est bonne, ouais. mais on n'est pas du tout dans le bon ordre de grandeur. Ouais. Yann, est-ce que tu as des questions pour la suite? Ah oui, j'ai des questions pour la suite. Ouais. Alors, une question un peu pratique. Donc, t'es long d'un call. On va rester sur un call un jour. T'as acheté le jeudi un call sur ton action pharmaceutique que t'aimes bien. Il expire demain, le vendredi. Ton action, elle vaut 100. Et l'action à la clôture du jeudi, elle vaut 101. Et le lendemain, l'action, elle ouvre en gap de moins 10%. Et elle finit là, en fait, la journée. Est-ce que tu as gagné ou perdu de l'argent? On était long gamma. Et donc, ça fait qu'on va gagner avec notre couverture si la volatilité, elle augmente. Est-ce de décider, est-ce que tu gagnes ou est-ce que tu perds? Moi, je pense que je gagne. Ok, très bien. Donc, on parle beaucoup de volatilité, donc on va rester là-dessus. Donc, une action qui bouge pendant 1 an de 1% par jour, c'est quoi sa volatilité réalisée? Du coup, sa volatilité réalisée, ça va être la racine carrée de 252 sur n-1 de la somme de ces volatilités journalières. Bon, ça, c'est à l'école, hein. Mais en fait, la volatilité, il n'y a pas de truc de estimateur non biaisé et tout ça. Tu comptes tous les jours qui bougent, tu comptes pour 1. Ok. C'est quoi sa vol réalisée? Donc, tu viens de répondre. Bon, la réponse est 16. Donc, quand tu annualises, machin, ça fait 16% environ. Racine de 252. On va laisser Thomas poser ses questions également. Qu'est-ce que c'est un VAR-swap? C'est un swap de variance. T'es long ou t'es short delta sur un VAR-swap? Donc sur un swap variance, tu vas échanger une variance déterminée à l'avance et tu vas recevoir la variance du marché. Donc tu vas espérer que la variance, elle augmente. Et du coup, tu vas vouloir être long delta. Pourquoi? Là, tout ce que tu as dit, je suis d'accord. Et tu me dis, ok, donc quand ma vol, elle réalise, je fais de l'argent, du coup, je suis long delta. Du coup, tu es en train de me dire, quand le spot, il augmente, je gagne en vol, c'est ça? Quand le spot, il augmente... Tu connais la Corel Spot Vol ou pas? Ouais, elle est négative en equity. C'est pas mal, ça. Donc du coup, quand mon spot, il augmente... Ouais, il faut que ta volatilité, elle diminue. Ta volatilité diminue. Donc je suis content quand mon spot, il augmente? Non. Donc, je suis long delta ou short delta? Short delta. Ok. On arrive au bout de cet entretien. Je vais avoir une petite dernière question. Est-ce que tu peux rapidement nous donner la valorisation d'Apple? Entre 3 et 3,5 trilliards. 3,5. Ok, ça marche. Merci beaucoup Marianne pour ton entretien et pour le temps que tu as passé avec nous. Merci. Merci Marianne.
J'étais hyper stressée. J'avoue que j'aurais fait tellement mieux si j'étais pas stressée. Mais c'était une bonne expérience. C'était une première expérience en entretien en finance de marché. Forcément, dès que tu parles d'un truc, ils ont envie de te challenger sur ça et c'est toujours un peu compliqué. Si je devais repasser l'entretien, ce que je ferais de différent, c'est vraiment mon approche au stress. Mais ça, c'est un truc que je dois bosser sur tout. J'ai tellement stressé que j'ai oublié pas mal de choses. Encore une fois, les taux, je les ai lus ce matin. Je savais les taux, je savais les trucs de la BCE, etc. Enfin, faut que j'apprenne à gérer mon stress. C'est un truc que j'aurais plus dû bosser, même plus que les questions techniques. Appréciation globale pour Marianne, j'étais quand même très satisfait. Je l'ai trouvée très forte pour une personne qui n'a pas encore d'expérience. Donc moi aussi, globalement, je suis quand même plutôt positif. C'est quelqu'un qui, je pense, trouvera sa place sur un desk. Moi, c'est toujours la même méthodologie. Je me pose la question, est-ce que cette fille, elle peut intégrer un desk de sales, trading ou structuration? Et là, pour moi, c'est oui à tous les coups. Messieurs, je pense que ça va être compliqué de faire mieux pour la prochaine candidate, puisque nous attribuons à Marianne la note de... Non, mon grand, ça, c'est pas ton rôle, hein? Tu laisses faire les grands. Ouais, Momo, dis-moi, tu connais Benjamin et Johan? Comment ça, ils ont bossé sur le floor avec nous? C'était les mecs en exo? Ah, c'était des vendeurs? Bon, Momo, fais un effort, hein? Je sais que le français, c'est pas ta langue natale, mais quand même. Bah non, ils ont pas travaillé avec nous. Ils ont travaillé pour nous. Hein? Oui, mais c'est différent. Et comment ils ont eu mon lume? Le Raspout, tu dis? Ah oui, c'est bien la première fois que ça m'arrive, ça. Bah ouais, donner mon numéro à une autre personne que la natte. Bah non, mon Momo, je me souviens pas d'eux. À croire, je me souviens de tous les épiciers avec lesquels on bosse. Bon, dis-moi, je t'appelle parce qu'ils veulent jouer au paddle. Non, habituellement je fais pas de paddle. Mais tennis c'est compliqué, ouais, très très compliqué en ce moment. Ouais, je trouve plus personne à mon niveau, ouais. Bon, je confirme, 19h30. Allez, donne. Et attends, dis-moi un peu, ils font quoi maintenant? Courtier en produits structurés? Ah, mais c'est les mecs qui ont monté Tetra Capital. Ok, solide. Au moins ils vendent des produits qu'ils comprennent. Pas comme certains. Après, tu me diras, 15 ans dans l'industrie, j'espère qu'ils ont un edge sur leurs concurrents, ouais. Bon, attends, Momo. Je suis occupé, là. On se voit demain. See you. La première candidate vient de terminer son entretien. Alors maintenant, accueillons son adversaire. Je m'appelle Laura Albin, j'ai 21 ans. Je viens de Grenoble École de Management où je vais rentrer en Master 1. Alors pour me préparer au Finance Game, ce qui est bien, c'est que sur la plateforme, on a beaucoup de vidéos. J'ai dans un premier temps regardé toutes les vidéos. Dans un second temps, j'ai essayé de digérer le contenu et ensuite j'ai essayé de faire plus de recherches afin de pousser au maximum les notions. Étant donné que je suis novice à la finance de marché, mes attentes c'était surtout de pouvoir m'affronter à un premier entretien en finance de marché. Je dirais que je suis assez à l'aise à l'oral. Je pense que je peux jouer sur d'autres connaissances que la finance de marché. Bonjour Laura, comment ça va? Très bien et toi? Ça va, super. Est-ce que tu as la pression? Un peu quand même, mais j'ai surtout hâte de commencer. Ok, ce que je te laisse faire, c'est rentrer dans la salle, je donne tout, demande ce que tu veux. Ok, merci beaucoup. Il est en train d'écrire un livre, Yann. Il a annoté le CV. Je leur donnerai mes annotations, comme ça ils pourront aller bosser à la maison. Après The Finance Games, tu auras les mémoires de Yann. Ouais, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Salut Laura. Enchantée. Alors, avant de t'asseoir, je vais t'inviter à piocher un mot mystère. Donc, je te laisse le piocher. Alors, sans plus tarder, Laura, on t'écoute pour ta présentation. D'accord. Bonjour à tous, membres du jury. Je m'appelle Laura, j'ai 21 ans et je suis actuellement étudiante à GEM. En parallèle de mes études, je fais aussi un stage en banque professionnelle à la Société Générale en tant qu'analyste crédit. Au cours de ce stage, du coup, j'ai pu approfondir mes connaissances financières. Notamment, la dernière étude sur laquelle j'ai travaillé, c'était une entreprise qui vendait du vin. C'était un vin qui s'appelait le Château Rouge. C'était vraiment leur produit phare, donc il fallait valoriser ce produit. Tout simplement, aujourd'hui, je me
tourne vers la finance de marché puisque si j'ai un fort attrait pour la finance d'entreprise, j'aime aussi être proche du marché. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, j'aimerais plus me tourner vers le DCM, qui est selon moi un secteur qui est à mi-chemin entre la finance d'entreprise et la finance de marché. Dans quelle mesure c'est lié à la finance de marché? Le DCM, en fait, on va conseiller des États sur l'émission de dettes ou non. Par exemple, je vous donne un exemple, Total veut émettre 2 milliards de dettes cette année. On va les conseiller sur comment s'y prendre et aussi optimiser cette émission de dettes, mais c'est aussi relié à la finance d'entreprise, étant donné qu'on conseille directement des entreprises cotées en bourse. En fait, j'avais une première question parce que j'ai vu que tu es dans la délégation de la Colombie, c'est ça? Exactement. C'est quoi le projet derrière? Tu veux financer les cartels? Vous inquiétez pas, c'est Thomas, il commence toujours comme ça, hein? Loin de moi cette idée. En fait, quand on était du coup en simulation onusienne, le principe est simple. On va se mettre dans la position d'une délégation représentant un pays. On ne choisit pas forcément la délégation qu'on veut représenter. Là, il y avait un enjeu assez majeur pendant ce Moon, donc cette simulation onusienne, qui était de permettre à tous les pays de réduire le gap financier entre eux. T'as déjà fait un vélo cup? Non. Ok. Vous êtes déçus, je le sens. Ok, alors ce que je te propose, c'est qu'on passe à la partie macro. Donc je pense qu'elle va être très intéressante puisque tu es passionné de géopolitique. La première question que je pose tout le temps, c'est quel est l'événement qui t'a le plus marqué cette année? Je pense que tout le monde a les yeux rivés en ce moment sur les États-Unis. C'est la chose qui m'a le plus marqué, notamment depuis août, la hausse des tarifs douaniers envers l'Europe, envers l'Asie, et surtout leur impact sur les États-Unis, mais également sur l'Europe et l'Asie. T'es plutôt risk lover ou risk averse? Plutôt frites ou potatoes? Plutôt, je pense, risk over. Risk lover? Ouais. Tu peux me proposer une stratégie de trading ou me pitcher un stock qui est un peu risk lover? Si jamais vous vous penchez sur, je pense, des options dans le domaine de l'automobile, notamment au Japon, avec Toyota, je pense que si jamais vous prenez des options sur Toyota, vous allez forcément connaître des fortes variations, vu que les tarifs douaniers dans le secteur de l'automobile en Chine ont été augmentés, ce qui va pas mal affecter du coup, le cours des options dans ce secteur-là. Est-ce que tu sais ce que c'est que la différence entre une politique monétaire expansionniste et une politique monétaire restrictive? Alors je suis pas sûre de connaître. Bah alors à ce moment-là, on répond non. Tout simplement. Il me semble qu'une politique économique restrictive, c'est qu'on va du coup plus être protectionniste, ou c'est quelque chose qui n'a rien à voir? Dommage. Non. Bon. C'est plutôt lié au taux d'intérêt, les politiques monétaires générales. Ok. Ok. Bon, moi j'ai posé une question un peu d'ordre de grandeur économique et sur les marchés. Okay. Je voudrais déjà que tu me dises quelle est, selon toi, la plus grosse capitalisation boursière des États-Unis? Le groupe GAFA, sûrement, je sais pas, Google, dis-moi une action. Apple. Apple? Ok, Apple. Elle est dans le top 3, c'est pas mal. On a parlé des taux d'intérêt des banques centrales. Enfin, combien tu penses que c'est les taux d'emprunt 10 ans aux États-Unis et en France? Actuellement, aux États-Unis, on a un taux qui est aux alentours de 4,25, entre 4,25 et 4,75. Pour ce qui est du coup de la BCE, il me semble qu'on est aux alentours de 3%. Là, actuellement, on a un taux d'inflation qui est à 2%. Donc ça veut dire que la BCE a atteint ses objectifs. Malgré ça, il n'y a toujours pas une baisse du taux d'intérêt, donc autour des 3%, il me semble. Ok. J'ai une dernière petite question. Combien tu penses qu'il y a de milliardaires aux États-Unis? Ma réflexion, c'est... Je pense qu'il y a 300 millions d'habitants, entre 300 millions et 400 millions d'habitants aux États-Unis. Je pense qu'il doit bien en avoir entre 1000 et 5000. Je donne toujours un ordre de grandeur. Ok. Non, c'est pas mal. Il y en a un petit millier. Ok, très bien. Quels sont les paramètres qui impactent le prix d'une option? Du coup, il y a 7 sensibilités vis-à-vis du cours d'une option. Donc on a le prix spot, c'est-à-dire le prix actuel du marché, le strike, le prix auquel j'ai le droit de vendre ou d'acheter mon actif. Ensuite, on a la maturité, le taux d'intérêt sans risque, le taux de repo, et ensuite on a les dividendes et la volatilité. Très bien. Tu m'as parlé des taux d'intérêt et de la volatilité. Quel est l'impact de la volatilité sur le prix d'une option d'achat? Alors, la volatilité, savoir que du coup, c'est l'écart type du prix d'une option.
Donc c'est-à-dire que si jamais ma volatilité va augmenter, il y a plus de chances, mais aussi moins de chances que mon action soit deep in the money ou out of the money. Sachant que le payoff d'une action est asymétrique. D'une action ou d'une option, pardon. Une option est asymétrique, c'est-à-dire que ses gains sont illimités, mais sa perte est limitée. Si jamais on part de ce principe-là, si jamais la volatilité va augmenter, ça va dans tous les cas augmenter le payoff de mon option. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un futur? Un contrat futur, c'est l'obligation d'acheter ou de vendre un actif à une date donnée et à un prix aussi convenu. Disons que tu as un contrat futur sur du pétrole à 3 mois qui est coté à 80. Le spot est à 78. Taux d'intérêt négligeable et pas de coût de stockage. Est-ce que tu as une opportunité d'arbitrage? Si jamais du coup je signe ce contrat futur pendant 3 mois, j'accepte ce strike qui sera à 80. Non, il n'y a pas. Les contrats futurs en fait sont faits de sorte à ce qu'il n'y a aucune opportunité d'arbitrage. Donc je répondrai que non. Bien évidemment qu'il y a une opportunité d'arbitrage. Les taux sont nuls, il n'y a pas de coût de stockage. Bon. Une autre question, disons tu as un tiroir à chaussettes. Tu as 2 chaussettes jaunes, 2 chaussettes rouges, 2 chaussettes violettes et 3 chaussettes noires. Tu veux en tirer un nombre minimum pour être sûr d'en avoir 2 de la même couleur. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de maths. Je t'assure que tu n'as pas besoin de proba. Au minimum, donc j'en sais, je regarde à 9. Alors ce que je te propose, c'est qu'on passe à la question de Yann. Ouais, moi j'ai une question pour Thomas, c'est elle est où la 4e chaussette noire? T'as fait la formation dérivative, hein, c'est ça? Ok, alors je vais te poser des questions simples sur les calls et les puts. Tu sais ce que c'est un call américain et un call européen? C'est quoi le plus cher entre les deux? Le call américain, puisque le call américain, je peux l'exercer à tout moment, ce qui n'est pas le cas d'un call européen que je ne peux exercer qu'à échéance. Et pourquoi du coup ça ferait que ça vaut plus cher? Si jamais j'achète un call américain, il y a plus de probabilité pour que ce call américain, je puisse l'exercer quand il est deep in the money. Ce qui n'est pas le cas d'un call européen et surtout quand il y a des dividendes. Si jamais il y a un versement de dividendes, ça va faire baisser le prix de mon call. Donc si jamais je sais qu'il va avoir une date fixée de dividendes, je vais pouvoir exercer mon call américain avant que cette date-là arrive. Le jour où elle verse un dividende, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur l'action et qu'est-ce qui se passe sur l'option? Du coup, l'action va baisser, mais par contre, l'option aussi, elle va baisser parce que non, c'est pas le cas. Dis-nous. L'action, elle va baisser. L'action va baisser, donc mon prix forward va également baisser, donc ça va faire baisser le prix de mon call. Non. Si l'action elle décroche d'un dividende qu'elle avait prévu de payer, le forward il bouge pas. Parce que le forward il tient compte déjà du dividende qui était prévu. Merci Laura pour cet entretien. Merci à vous. Merci Laura. Bonne journée. Merci Laura. Au début, ça s'annonçait plutôt bien. J'ai été assez à l'aise rapidement. Au fur et à mesure, quand ça se compliquait un peu, je perdais un peu mes moyens. Par moments, je trouve que j'ai pris pas mal de temps à formuler mes réponses. Si je devais repasser l'entretien, je structurerais mieux mes réponses. Pour l'instant, j'ai un niveau assez débutant et ça, je pense que ça peut aller en s'améliorant en faisant de plus en plus d'entretiens. Moi, s'améliorer sur la partie technique, ça me semble une priorité. Messieurs, c'est le moment de délibérer. Moi, je l'ai trouvé, entre guillemets, pas assez préparé. D'autant plus que sur les raisonnements, même si parfois elle était guidée sur certains raisonnements, on avait quand même du mal à avoir la version finale. Et puis sur des sujets qu'elle connaît, qu'elle a préparés, il y a aussi des incohérences. Moi, je vais être encore un peu plus sévère. Je trouvais que c'était vraiment... c'était vraiment pas bon, quoi. Et je mets ça à la lumière du fait qu'elle a quand même suivi une formation spécifique qui est quand même assez technique sur les produits financiers. En fait, je suis assez d'accord. C'est la partie qui était la plus problématique pendant l'entretien. En plus, elle n'a pas de chance. Elle passe après une candidate qui a été vraiment très très forte. Donc forcément... Au fur et à mesure de l'entretien, je dirais que mon engouement a diminué. Et je décide, si vous êtes d'accord, de lui mettre la note de... Non, 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 encore une fois, vous allez rien attribuer du tout, hein. Chacun son rôle. Toi aussi, tu veux faire 30 000 € grâce au trading? Alors... C'est déjà ce que je fais, mon grand, avec un 0 en plus. Quel tocard. Comment? Désolé frérot, j'ai plus un rond. Encore une pub. T'as qu'à participer à TFG, il y a 10 000 € à gagner, gros. Non mais j'aurais bien aimé, mais... Mais quoi? Mais mon école, elle est pas prise. Pourquoi? Bah, ils ont un algo surpuissant qui analyse lettre par lettre le nom des écoles. Comment ça? Bah, tu connais le théorème. Plus il y a de lettres dans le nom de ton école, moins elle est bonne. Ah ouais. Ok, on a bonne réputation dans la street.
Tiens, mon grand, le temps de la publicité. Va me prendre un double espresso. Ouais, prends cette carte. Oui, fais-toi plaisir. Prends-toi des dragibus. Mec, j'aurais tellement voulu leur montrer ce que j'avais dans le ventre. J'ai même acheté de short PNL Maker. Ouais, je comprends. Après, moi j'ai pas postulé. Hein. Par contre, j'ai bien profité de leur offre. Celle avec Trade Republic? Ouais, c'est les sponsors de l'émission. Mais faut participer à TFG pour ça? Non, pas du tout. En plus, ils rémunèrent le compte courant. Comment ça? Bah, en gros, ils te donnent l'argent généré par tes intérêts. Mais il y a des frais d'inscription? Non, pas du tout. Par contre, il y a bouffe offerte. Mais seulement si tu crées ton compte. Et je fais comment? Bah, le lien est en description. Ok, solide. T'avais même le vocabulaire. Hein. Mais ouais, mec. Ok, place à la dernière épreuve. Ils ont affronté toutes les questions du jury. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Mais avant d'avoir le verdict final, il nous reste une dernière étape. Un membre du jury pose une question à nos deux candidats. Monsieur et Madame Fu ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Même si je suis en mesure d'y répondre en moins de 20 secondes, on va quand même leur laisser 5 minutes pour y réfléchir. Par contre, ce sera un seul essai. Et si l'un des deux trouve la bonne réponse, alors il a le droit d'utiliser le joker, à ses risques et périls. Fusillade. Non, je rigole. Bon, assez parlé. C'est quoi le brain teaser? Imagine que tu participes à un jeu, on te présente 2 boîtes, dans chacune des boîtes, on sait qu'il y a de l'argent. Tout ce que tu sais, c'est que l'une des boîtes contient le double de l'autre. Tu ouvres la première et tu découvres 100 000 euros. Est-ce que tu changes ou est-ce que tu gardes la première boîte? Moi je dirais je garde la boîte puisque j'ai 50% de chance d'avoir une perte de 50 000 euros. Donc 50% du montant. Oh là 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 là, une chance sur 2 et malheureusement, on peut pas dire que t'es chanceuse. Est-ce que tu as une réponse à donner, Marianne? Donc dans la boîte qu'on a ouverte, il y avait 100 000. Du coup, ton espérance maintenant, tu as une chance sur 2 d'avoir 50 000, plus une chance sur 2 d'avoir 200 000, donc le double. Ça fait 125 000. Du coup, pour moi, je prendrais l'autre boîte. Marianne, c'est toi qui as la bonne réponse. Calcul d'espérance, niveau 3e. Compliqué? Pas tant que ça. Du coup, je te laisse choisir une enveloppe. Alors, j'ai pioché le range accrual. Aucune idée de ce qu'est le range accrual, n'est-ce pas? Pourtant, c'est très simple. C'est un produit qui vous rémunère si un sous-jacent reste dans un intervalle de prix déterminé. Dans notre cas, le candidat peut tenter de deviner sa note sur un intervalle de 0,5. S'il a juste, il gagne 1 point. Sinon, il en perd 1. Je sais pas si je la joue ou pas. Je pense pas que je vais la jouer parce que ça ferait une trop grosse perte si je perds 1 point. Ok, très bien, Marianne, tu es passée en première, donc je te propose de commencer par ouvrir ton enveloppe et nous présenter ta note. Alors, j'ai eu la note de 7,5 sur 10. Wow, l'inflation a touché tous les milieux. Très bien, merci Marianne. À toi Laura. J'ai eu la note de 5,5 sur 10. Bon, sois pas déçu Laura, c'est déjà 5 points de plus que ce que tu devais avoir, hein? Tu peux avoir la tête haute. Eh bien, félicitations à toi Marianne, c'est bien joué, t'as remporté cette épreuve. Nous remercions notre sponsor Trade Republic qui offre aux candidats éliminés la somme de 500 € pour l'ouverture de son compte. Si vous souhaitez vous aussi bénéficier de l'offre exclusive de notre sponsor, cliquez sur le lien en description. Et c'est la fin de ce tout premier épisode de The Finance Games. Félicitations à toi Marianne, merci. Tu passes en demi-finale. Et on se retrouve au prochain épisode, encore 2 écoles en duel et un seul gagnant à la clé. Rendez-vous au prochain épisode. Bah écoute, c'était assez intense. Nous, je pense qu'on a bien joué le jeu, on a posé pas mal de questions, on les a poussés un peu dans leur retranchement. Les niveaux étaient assez hétérogènes. J'ai beaucoup apprécié l'entretien. Je trouvais qu'il était très formateur. Je pense que j'aurais pu mieux formuler mes réponses et aller plus droit au but. Et sur la partie technique, j'aurais aimé être meilleure, même sur le brain teaser. Donc, moi, s'améliorer sur la partie technique, ça me semble une priorité. Mais bon, je suis qu'au début de la formation, donc on verra la suite. J'ai bien aimé la partie présentation, avec le mot qu'on devait piocher, etc. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Thomas, il m'a pas mal mis en difficulté parce qu'il faisait toujours des têtes mécontentes à chacune de mes réponses. J'avoue que j'aurais fait tellement mieux si j'étais pas stressée. Mais je pense que je peux m'entraîner encore pour devenir un réel PNL maker.